Et Léo Szilard, c'est un physicien juif aussi, hongrois. Il vient voir Einstein et voilà, et demande à Einstein d'écrire une lettre pour le président Roosevelt. Parce que lui, en tant que Szilard, il n'a pas les relations politiques. Einstein, si. Et il écrit une lettre pour dire qu'attention, les Allemands sont dans la course. En fait, il pensait que comme les Allemands ont trouvé ce processus, ils vont se lancer dans la bombe. Or, à la fin de la guerre, on voit que les Allemands étaient très loin. Parce qu'ils n'avaient pas l'organisation américaine, qui était à la fois militaire, économique, scientifique, à tous les niveaux. Voilà. Et finalement, les Américains vont fabriquer la bombe et ils ne vont pas hésiter 2 secondes à la balancer, alors qu'il n'y en avait pas besoin. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Alors, maintenant, pour ce cours magistral, maintenant, pour l'histoire, nous avons beaucoup appris de tout cela. Donc, maintenant, nous avons beaucoup appris. Voilà. Maintenant, moi déjà, pour l'histoire, parce que là, on a encore parlé, on a dit qu'on a encore dit les Juifs, les savants. Non, c'est un processus. Les noms que j'ai cités, c'est ceux qui sont mis en avant. Et puis, quand, en tant que scientifique, je vois pas que c'est un Juif. Moi, je vois un scientifique. J'adore Richard Feynman, c'est un Juif. Beaucoup sont Juifs, mais c'est pas une raison. Il y a d'autres qui ne sont pas Juifs. Voilà. Sauf que là, dans ce domaine-là, se trouve que pour 10 000 raisons d'ailleurs. Voilà. Bon, alors, maintenant, moi-même, qu'on comprenne bien, je m'appelle Jean-Paul Mbelek. Mbelek est un nom juif, enfin hébreu. Non, c'est un nom bassa. Nous, on sait que c'est un nom camerounais. Mbelek est un nom d'origine hébraïque. Mais vous êtes déjà dans notre débat. Hébraïque. Non, parce que là, je fais une nuance entre hébreu et juif. C'est hébraïque, ça vient de la langue hébraïque, l'hébreu. Ça vient de Melek. D'ailleurs, l'équivalent, en tant que c'est langue sémitique, arabe, c'est Malik, ou Malek, qui veut dire le roi. Et c'est ça qui donne Mbelek. Par un phénomène linguistique bien connu qu'on appelle l'épenthèse. En l'occurrence, si c'est l'épenthèse du B. Le B, là, elle est panthétique. Ça dit que dans Mbelek, il y a MB. Tu enlèves le B, tu trouves Melek. Donc le B est panthétique. Et le B est panthétique, c'est un phénomène linguistique dans toutes les langues bien connu. C'est juste pour que ça sonne bien dans telle langue. Telle langue considère que, par exemple, en français, quand on dit va-t'en, normalement, c'est va-en, mais ça ne sonne pas. Le T est panthétique. Et même en espagnol, il y a l'épenthèse du B. Et quand on dit ombre pour dire homme, en latin, le B là n'existe pas. En français, homme, il n'y a pas de B. Le B là, il est aussi panthétique. Et il vient tout après le M. Très bien, professeur Jean-Paul Mbelek. Bon, donc c'est pour dire que quand je parlais maintenant des Juifs, les Juifs, c'est pas ce qu'on pense. Oui. Ok? Oui. Parce qu'ici, il y a un phénomène d'usurpation d'identité. Claire. Qui est juif? Moi, je vous dis que mon nom, Mbelek, ça vient de l'hébreu. Qui est juif? Et d'ailleurs, c'est pas moi qui décline ça de ma tête. Hein. Vous pouvez lire Wagner Eugène. C'est pas ça aussi, non? Il a écrit. Et linguiste, il a écrit. Bon, donc je n'invente rien. Voilà. Moi, j'ai analysé parce que j'ai vu un bon professeur de linguistique aussi qui s'appelle Théophile Obenga. Il m'a donné des cours de façon informelle. Je n'ai pas de diplôme, mais il m'a informé. Théophile Obenga. Et c'est un linguiste bien connu. Alors, je reviens. Donc, il faut nuancer. Le projet sioniste, je pense que le président Madagana a dû faire la différence, puisque vous en avez parlé quand je suis arrivé, j'ai entendu. Voilà. C'est un projet qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est un projet qui remonte au XVIe siècle avec la famille nazie. Parfois c'est écrit nazi, parfois c'est écrit nazi, comme les nazis. Il y a les deux écritures. Joseph Nazi, parce que sa nièce a été épousée un sultan turc, a hérité d'un comté là-bas, là, en Grèce, autour de la région de Thessalonique. Et c'est lui qui a commencé à financer, parce qu'il avait déjà l'argent, les moyens, pour que les Juifs, donc comme vous dites maintenant, c'est la religion, les gens qui sont d'obédience, les gens juifs et israélites, non, commencent à aller retourner maintenant en Palestine. Sauf que ça n'a jamais donné. À chaque fois qu'ils finançaient, les gens revenaient. Donc les Rothschild vont faire la même chose. Hein, vous pensez à la déclaration Balfour. Et c'est eux qui sont maintenant les premiers à réussir à créer l'État juif. Et ça ne s'est pas fait tout seul. La déclaration Balfour permet, parce que pour tous les bons services rendus par la famille Rothschild, de dire qu'on est d'accord avec le projet sioniste, on va installer maintenant des communautés juives en Palestine et même pourquoi pas plus tard fonder un État pour les Juifs. Mais ce n'est pas venu tout seul l'État. Au début, c'était juste l'installation. Et Rothschild, ils avaient assez d'argent. D'ailleurs, allez à Tel Aviv, hein, ils ont plein de maisons, ils ont des rues, beaucoup de choses portent le nom des Rothschild, en reconnaissance. C'est eux qui ont payé. En fait, ils ont acheté l'État. Donc quand vous dites que le peuple juif est comme ça, c'est pas vrai. Le peuple juif au sens Israël d'aujourd'hui, là, non. Parce qu'eux, ils ont acheté. Les autres, nous, le Camerounais, c'est pas comme le Cameroun, nous, on n'a pas acheté l'État camerounais, on est né dedans. Eux, ils ont acheté une terre. Et cette terre avait des populations déjà existantes. Et je vous signale qu'à la fin du XIe siècle, lorsque les prospections commencent, parce qu'ils ont déjà l'idée, le mouvement sioniste là, mondial, commencer à donner un peu, à relancer ce projet sioniste, hein, ben, les populations qui trouvent majoritairement, les blancs ne sont même pas majoritaires. Les seuls blancs, je crois sur quelques dizaines de milliers de personnes dans la région autour de Jérusalem, ils ont trouvé peut-être 700 blancs, pas plus. Ils disaient que ces autres ne sont pas des blancs. Même ceux qui avaient la peau claire ne sont pas des blancs. Voilà. Et bon, ces gens-là doivent encore exister aujourd'hui, mais très minoritaires. Donc, ils ont commencé à faire ce peuplement-là. Mais il y avait des Palestiniens, aussi bien noirs
que, comme on dit, arabes, c'est-à-dire les basanés là, les non-blancs, mais qui ne sont pas noirs non plus. Voilà. Mais les Arabes sont blancs. Hein. Ils sont un peu J'ai dit les non-blancs, mais qui ne sont pas arabes non plus, qui ne sont pas blancs non plus. C'est vous qui dites qu'ils sont blancs. Moi, je veux dire, c'est vous qui dites qu'ils sont blancs. Ça dépend. Moi, vous savez qu'il y a des Libanais qui, au début du XXe siècle, devaient porter leur affaire au tribunal pour qu'on le reconnaisse comme blanc aux États-Unis. Vous savez ça? Les blancs disent qu'ils ne sont pas blancs. Pardon? Les blancs disent qu'ils ne sont pas blancs. Oui, c'est moi, j'ai vécu là-bas, non? Même encore aujourd'hui. Vous avez perdu le fil du débat. Bon, non, je reviens, je n'ai pas perdu le fil. Professeur Jean-Paul Bellec. Non, tu veux me perdu couper. le fil du débat. C'est toi qui j'ai perdu. J'ai perdu. J'ai pas perdu. Non, j'ai pas perdu. Vous n'avez pas le droit de doser le temps sur ce plateau. Non, je n'ose pas le temps, mais je n'ai pas perdu. J'ai pas perdu. Donc, je suis en train de vous dire que vous nous avez fait perdre le fil du débat. C'est vrai que les informations que vous nous donnez sont très intéressantes pour nos téléspectateurs parce que c'est de la science, c'est de la connaissance. Mais le débat que nous avons mis à l'ordre du jour, il est déjà dit. Bon, déjà, je trouve que. Reviens maintenant sur le débat. Non, parce qu'il faut clarifier avant même de. Je vous arrête pour vous les mettre sur les rails. Non, oui, ok, merci. Il faut clarifier parce que même quand on dit le Dieu d'Israël, Dieu d'Israël, c'est le Dieu d'Israël. Donc, ce n'est pas du monothéisme. Il y a déjà une escroquerie au niveau linguistique. C'est de la monolatrie. Ils adorent un Dieu, certes, mais ce n'est pas le Dieu universel. La preuve, vous dites vous-même qu'il y a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Ils n'ont pas poursuivi jusqu'à Jésus. Eux n'ont pas l'amour. Donc, c'est le Dieu d'Israël. C'est de la monolatrie. Ce n'est pas du monothéisme. C'est déjà une escroquerie dans laquelle tout le monde tombe et tout le monde leur donne du crédit. Et c'est comme ça que... Alors, quand on parle de l'influence des États-Unis par rapport... Non. Vous savez que pour que l'État d'Israël existe là, il a fallu qu'il fasse du terrorisme. C'est son nom. Mais pourquoi ce peuple est terroriste? Est donc si hautain? Je vais vous dire pourquoi. Pardon? Expliquez-nous pourquoi ce peuple est si hautain. Hautain? Oui. Parce qu'ils ont gagné la partie. Non, rien gagné. Provisoirement, président. Voilà. Ils sont en train de la perdre. En fait, c'est le début de... C'est maintenant que ça commence à fissurer. Parce que, regardez, par exemple, pour que vous compreniez, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, chez les Juifs, il y a deux traditions. La tradition orale, qu'on appelle rabbinique, et la tradition écrite. Les Karaïtes. Oui. Les Karaïtes se limitent uniquement à la Torah. Dans le cas de la tradition rabbinique qui est orale, eux, ils rajoutent aussi le Talmud. Oui. Et c'est le Talmud qui est très discriminatoire par rapport à tous les autres peuples de la planète. En particulier les Noirs, qui sont des demi-hommes, demi-singes, parce que Moshe Ben Maimon, qui s'appelle le Maïmonide, l'a écrit. Il a écrit. Pour les Noirs sont des demi-hommes, demi-singes. Il a écrit. Et nous sommes là au début du XIIIe siècle. Parce que Maïmonide, c'est la fin de 1100 et des poussières, 90 par là. Il meurt en 1200, au tout début de 1200. Donc Maïmonide a écrit. À cette époque-là déjà, les Noirs sont des demi-hommes, demi-singes. Voilà. Ils ressemblent à l'homme, mais ils tiennent un peu du singe. Il le dit, c'est écrit noir sur blanc. Alors, maintenant, l'histoire, là, qui fait qu'eux, ils sont privilégiés. J'ai dit, ils ont gagné la première partie. Parce que ça commence, et la haine des Juifs, c'est les Palestiniens, parce qu'on veut arracher leurs terres. Mais la haine des Juifs, les talmudistes, là, comme je les appelle, pas les Juifs, excusez-moi. Vous voyez, il faut faire tellement de nuances. Bon, la haine des talmudistes, parce qu'on ne fait pas la confusion. Les talmudistes, là, les gens du Talmud, là, ceux qui ont écrit que l'homme n'aura atteint demi-homme, demi-sage, c'est parce que de la même façon que là, en Palestine, il y a usurpation d'une terre qui n'est pas la leur, à la base. C'est les Européens. Les crimes contre eux, c'est fait en Europe. Mais ils viennent déposséder les Palestiniens. Bon, le projet sioniste est antérieur. Mais la haine du noir, elle vient de la dépossession d'une identité. Très bien. Et c'est la première chose. Le racisme anti-noir est d'abord un racisme talmudiste. Parce que moi, j'ai fait le latin. Les Romains n'étaient pas racistes vis-à-vis des Noirs. C'est faux. D'abord, il y a une dynastie africaine là-bas. Au moins, les Septimes sévères. Bon, mais la haine du Noir, typiquement. Et je vais dire autre chose, était aussi l'usurpation même de la religion. Ouais. Parce que si vous allez en Espagne, au XVe siècle, j'ai le recensement. 60% des Juifs, on les appelait les ladinos, étaient des Noirs. 40% seulement étaient des Blancs ou des Métis. 60% étaient des Noirs. Ils avaient leur langue qu'on appelle le ladino. C'était pas la langue des Ashkénazes qu'on appelle le yiddish, voilà. Le ladino, j'ai dit ladino. Okay? Ladino. Même la population juive en question l'appelait ladino aussi. Merci beaucoup, professeur Jean-Paul Bellec. Permettez que je vous arrête à ce stade. Je pense que j'ai clarifié un peu. Ça fait quand même une vingtaine de minutes que vous avez la parole. Ça me suffit, j'ai clarifié. Maintenant, merci pour toutes ces connaissances sur ce plateau. Très enrichissant. Mon revenant à Mototé, je reviens à vous maintenant. Est-ce qu'Israël peut maintenant tout se permettre? Aussi vrai qu'on a déjà dressé tout ce tableau, on a déjà présenté le statut d'un peuple qui semble être l'un des peuples les plus enviés au monde. Peut-il maintenant désormais tout se permettre, de par ses forces, de par ses intelligences, de par tout ça, et se sérieux dans le droit, de tout se permettre? Écoutez, dans un monde normal, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. C'est pour ça qu'il y a des institutions. Nous sommes dans un monde de la règle et de la loi.
On dit the rule of law. Mais pourquoi Israël le fait? Mais- Et on les garde. Quand on se croit tout permis, c'est parce qu'on pense qu'on est intouchable. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes intouchable? Parce que vous êtes sûr que vous avez le soutien. Vous avez la puissance pour vous défendre. Vous avez des gens derrière vous. Et je vous dis, le mystère de ce pays, c'est que on n'ose pas le dire. C'est qu'ils sont partout. Donald Trump est sous l'emprise des Juifs américains. Ça, il faut le dire. Même les Juifs. On a 7 millions et demi de Juifs. Mais c'est eux qui dirigent les États-Unis. Il faut le dire. Bon, ça, si vous dites ça aux Américains, ils vont se sentir blessés. Parce que quand vous dites aux Français qu'écoutez, la France est dirigée par les Juifs, ça les offusque. Ça part au griffe. Mais c'est ça la réalité. C'est que l'Amérique est dirigée par des Juifs. Tout à fait. Alors, c'est une question de fric, c'est une question de position. Lorsqu'un sénateur se lève, il parle, mais c'est un juif. Mais si vous le dites, on va vous stigmatiser, on va dire que c'est l'antisémitisme. C'est ça un peu les gens qui avancent avec le visage masqué. C'est ça la réalité. Je veux dire que si on avait des juifs au Cameroun, ce serait exactement la même chose. C'est la même chose en Afrique du Sud. Et comme par hasard, partout, ils ont le fric. En Afrique du Sud, la minorité juive, qui aujourd'hui estime qu'elle est malmenée, ben, c'est eux qui tiennent, le porte-monnaie. Donc, j'insiste là-dessus, Pépin. C'est que comprenons que l'Amérique puissante, c'est une Amérique juive. Donc, Israël n'est que comme une espèce de proxy avec des ambitions de diriger le monde. Parce que vous savez que sur le plan même eschatologique, vous allez voir que, on n'a pas le temps d'en parler, nous allons voir qu'en fait, il y a une guerre finale qui se dirige dans ces zones-là. C'est pour ça que même dans la